Bienvenue dans la Zone Bleue, le podcast signé d'Inveo. Ici, nous explorons les mécanismes physiologiques qui participent au bien vieillir, pour une vie en pleine conscience et en pleine santé. Entrez dans la Zone Bleue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et ce premier épisode dans la Zone Bleue. Aujourd'hui, nous allons aborder un paradoxe qui touche beaucoup d'entre nous. On vit dans une ère de savoir absolu. C'est-à-dire qu'en 3 clics, on a accès aux dernières études santé, on a accès aux régimes les plus pointus et à des milliers de conseils d'experts, voire même d'intelligence artificielle. Et pourtant, c'est cette abondance d'informations qui va souvent produire l'effet inverse. Donc, par exemple, elle va nous créer de la confusion, du stress et nous déconnecter de nos propres besoins. C'est ce que je vous propose d'explorer en compagnie de Pauline Jumeau, docteure en pharmacie, experte sur les questions de biohacking et de micronutrition. Pauline, bienvenue dans la Zone Bleue. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous aussi. Donc Pauline, tu es experte en décryptage de biomarqueurs et de routines santé personnalisées. Donc l'idée au travers de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de venir nous partager ta vision et tes conseils pour filtrer ce bruit ambiant et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vers une santé optimisée en évitant les pièges et toute la surcharge mentale que ce trop-plein d'informations peut venir nous créer. Ouais. Pour commencer, avant tout, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, tu es à ton compte et tu proposes des accompagnements ultra personnalisés. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Exactement, ouais. Donc de base, j'ai une formation de docteur en pharmacie et ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté de la pratiquer telle qu'on la connaît en officine pour me concentrer uniquement sur l'accompagnement de personnes. À titre personnel, moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je me passionne pour la santé fonctionnelle, le biohacking, etc. C'est né d'une problématique très personnelle à la base. Et ensuite m'est venue l'envie, le besoin de vraiment pouvoir accompagner et aider les autres. Donc actuellement, mes accompagnements, c'est vraiment, on va dire, en 2 temps. Il va y avoir les personnes qui vont déjà bien, mais qui veulent vraiment optimiser leur santé, aller chercher le top niveau. Donc là, je vais les aider à travers l'optimisation de tout un tas de paramètres, sommeil, compléments, etc. Et après, il y a toutes les personnes qui se retrouvent en errance médicale avec des problématiques pour lesquelles la médecine conventionnelle n'a pas forcément de réponse, tout ce qui va être fatigue chronique, prise de poids inexpliquée. Et on va vraiment aller chercher la cause racine du problème pour le régler à la source et le solutionner de manière ultra personnalisée à chaque fois. Ok, très clair. Et donc justement, tu parles d'errance médicale de tes clients. Est-ce que justement, aujourd'hui, dans ta pratique, tu ressens qu'en fait, tes clients arrivent justement avec des réponses un peu toutes faites qu'ils ont essayé de trouver par eux-mêmes dues à cette errance? Donc par exemple, avec des diagnostics tout faits de ChatGPT ou alors des choses qu'ils ont trouvées sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as pu l'observer ça, par exemple? Je l'observais et c'est effectivement de plus en plus vrai. J'en ai beaucoup qui arrivent avec des protocoles, notamment des protocoles de suppléments, faits par les IA, notamment ChatGPT, mais même, Claude et autres. Donc oui, il y a beaucoup de travail à faire. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on trouve pas les réponses, via le système classique, c'est bien de se renseigner. Mmh. Et il y a aussi, à côté de ça, des patients experts qui, deviennent vraiment très, très, très bons dans leurs problématiques. Ouais. Faut simplement réussir à faire le tri et c'est vrai que quand on n'a pas de formation médicale initiale, ça peut être dur de comprendre, qu'est-ce qui est bon à garder et qu'est-ce qu'il faut jeter. Mmh. Exactement. Parce que du coup, le risque, c'est que donc là, on a un chiffre, 40 millions, donc c'est le nombre d'utilisateurs réguliers de ChatGPT qui l'auraient interrogé pour des questions de santé, donc selon la source OpenAI, la maison mère. Et pourtant, une étude scientifique sortie en février dernier a démontré que l'IA aboutissait au bon diagnostic que dans environ 37% des cas. Enfin, c'est vrai que, il y a énormément de choses à prendre en compte. Je pense que le fait qu'elle aboutisse à un si petit nombre de bons diagnostics, c'est aussi le manque de contexte. Mm. Parce que, il faut vraiment être très global, pouvoir faire les liens entre beaucoup de choses. En revanche, je trouve qu'il y a quand même du positif parce que, notamment pour tout ce qui est diagnostic différentiel, ça peut nous permettre aussi d'envisager des points qui ne seraient pas venus à l'esprit de prime abord. Mm. En revanche, il y a quelque chose vraiment de primordial à garder en tête, c'est que dans le médical, on dit toujours que quand on entend des sabots, on pense à un cheval, pas à un zèbre. Donc il faut d'abord partir sur les problématiques les plus évidentes et ensuite aller sur des choses peut-être un peu plus exotiques. Mm. Chose que quand on travaille avec ChatGPT, ben, il peut nous sortir des choses un peu farfelues qui a plutôt 1% de chance d'être le vrai diagnostic. Donc
quand on est, on va dire, un moldu et qu'on n'a pas la formation médicale ou scientifique, c'est vrai que c'est très, très difficile de faire la part des choses. Donc, très important d'être accompagné. Mmh. Et toi, justement, du coup, parmi tes clients, est-ce que, tu as trouvé que, souvent ChatGPT était pertinent? Est-ce que tu peux partir sur, souvent une base, que ChatGPT a pu proposer à tes clients? Ou tu vois plus souvent vraiment, enfin, des erreurs? Alors, de toute façon, moi, quand ils arrivent avec des plans, on va dire, je jette un coup d'œil pour voir déjà ce qu'ils ont fait dans le passé, mais je m'en sers jamais comme base. Je repars sur mon terrain à moi. Il y a parfois de bonnes choses. Il se trompe rarement quand il va conseiller des oméga 3, par exemple. Mmh. Ça va. En revanche, sur les adaptogènes notamment, il y a énormément d'erreurs. Par exemple, toutes les IA vont systématiquement conseiller de l'ashwagandha dès qu'il y a un petit dérèglement surrénalien, un cortisol qui est trop bas. Or, l'ashwagandha, on sait qu'il est plutôt pertinent quand, le cortisol a tendance à être trop haut et quand il est trop bas, bah, ça risque de le niveler encore plus vers le bas. Ça, c'est la pire erreur que font les IA actuellement, c'est qu'ils mettent tout le monde sous ashwagandha. C'est loin d'être, optimal et ça fait parfois plus de mal que de bien. Mmh. Par ailleurs, il ne prend pas toujours en compte les conditions annexes. Si par exemple les gens ont des problèmes d'insuffisance rénale et cetera qui nécessitent des adaptations de posologie, ils vont pas forcément juger nécessaire de le dire à l'IA qui du coup va conseiller des posologies standards mais non adaptées et potentiellement dangereuses. Mmh. Donc il faut pas oublier que même si les IA ont l'air très sûres d'elles quand elles donnent des conseils, bah, ça peut être, complètement faux, voire dangereux. Mmh. Après, si on veut être parfaitement honnête, ils disent aussi plein de choses, très intéressantes et très vraies. Mmh. Il y a du tri à faire. En fait, comme dans les réseaux sociaux actuellement, il y a du bon, il y a du mauvais. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi cette tendance, ce côté en fait, naturel où, bah, les gens ont tendance à se dire, «Bon, c'est naturel, c'est des plantes, je peux y aller, il y a pas de risque, je peux m'automédiquer, c'est pas un problème». Mais comme tu l'as dit toi-même, il y a plein de petites subtilités qu'il est important de prendre en compte, d'où, bah, l'intérêt en fait aussi de se faire accompagner. Mais ça, on y Ah, reviendra plus tard justement pour les compléments alimentaires. tout à fait, ouais. Du coup, en ce moment, la nutrition prend une place particulièrement importante. Mmh. Là, on est submergé de conseils qui disent tout et leur contraire. Typiquement, on entend parler de régimes révolutionnaires, comme par exemple les régimes cétogènes, les régimes hyperprotéinés, le jeûne intermittent. Mmh. Voilà, on est vraiment perdu face à tout ça. Qu'est-ce que toi, tu penses réellement de ces régimes-là? Ah bah, je suis très contente qu'on en parle parce que c'est un vrai combat à titre personnel. Heu, c'est une catastrophe, en fait. C'est des régimes qui, par définition, vont être utiles dans des cas très spécifiques et extrêmement délétères pour la majorité des gens. Sauf que ce qui est vicieux, c'est que ça prend des années à créer des dégâts qui, pour le coup, après, sont très compliqués à remettre, mais on ne le voit pas tout de suite. Donc en fait, on ne fait pas le lien. Typiquement, le jeûne intermittent, si on prend cet exemple-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, donc ça me semble intéressant de le détailler, il y a beaucoup d'études sur les bienfaits de la restriction de la fenêtre alimentaire. Ça, c'est certain. En revanche, un jeûne intermittent pertinent, c'est un jeûne intermittent qui est fait le soir. Arrêter de manger à 18h30, reprendre le matin à 8-9 heures. Parce que quand on jeûne le matin, par définition, on va apporter. Le jeûne est un stresseur. On est d'accord, les stresseurs, le sport est un stresseur, le froid est un stresseur, ça permet au corps, ce qu'on appelle l'hormèse, de s'améliorer à travers le stress. Sauf que sur un terrain d'une personne qui va déjà être anxieuse, déjà être sous pression, même sans anxiété, mais qui va déjà avoir une grosse charge mentale, rajouter un stress comme ça, qui plus est dès le matin, ça va tirer encore plus sur la sécrétion de cortisol. Et là où les gens vont dire oui, mais je me sens plus alerte, bah oui, mais ils tirent fort fort sur l'adrénaline, ça tire sur les surrénales et finalement, ça rajoute du stress, ça les fatigue encore plus ensuite. Mmh. Donc, jeûne intermittent le matin, personnellement, je suis pas fan du tout, sauf sur certains profils et encore pas tous les jours. Donc, c'est très, très, très à individualiser. Et alors, si tu me permets, un autre régime sur lequel je veux absolument dire quelque chose, Bien sûr. c'est le cétogène. Mmh. Il est encore plus dangereux que le jeûne intermittent, selon moi. Je ne vois que des désastres liés à ça. Il y a effectivement des études qui sont sorties qui montrent beaucoup de bienfaits. Je pense que c'est très pertinent, notamment dans les glioblastomes, donc les tumeurs cérébrales. Il y a de belles choses. Quand il y a des Alzheimer, des choses comme ça. Donc, cas très spécifiques. En revanche, pour la population générale, couper les glucides, c'est une catastrophe dans la majorité des cas. Parce que
encore une fois, si on vivait dans un monde idéal sans stress, on pourrait effectivement se passer de glucides, mais on ne peut pas comparer notre mode de vie actuel à celui des humains d'il y a 10 000 ans pour justifier le fait qu'il y a 10 000 ans, on ne mangeait pas de glucides et que c'est contre nature aujourd'hui. Notre thyroïde, pour fabriquer ces hormones, notamment la T3 qui est l'hormone active, elle a besoin de glucides pour que la conversion se passe bien. Nos glandes surrénales, quand elles sont déjà sous pression, donc avec la charge mentale qu'on a aujourd'hui, le fait qu'on fait 7h, 23h, le cerveau ne s'arrête jamais, sans glucides, c'est extrêmement compliqué. Ça va tirer encore plus sur les surrénales pour compenser. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, les gens font le cétogène ou l'hulocarbe, peu importe, même si ce n'est pas du cétogène pur. Et regain d'énergie, puisque évidemment, ils vont perdre l'eau liée aux glucides, donc ils vont perdre 2-3 kilos. Donc ça, c'est uniquement les glucides qui rapportent l'eau, donc voilà, ils sont contents. Et puis, un peu d'énergie supplémentaire, mais à cause du stress. Mais petit à petit, ça va venir creuser encore plus la fatigue profonde au niveau des surrénales et on récupère les gens 3, 4, 5 ans, voire même des fois juste 6 mois après le début de leur cétogène, complètement épuisés, une DHEA dans les chaussettes et total HS, burn-out ou pré-burn-out. Donc, très dangereux ce régime à l'heure actuelle. On voit des influenceurs en faire la promo et utiliser ça comme marketing. En plus, je n'ai pas parlé, mais il y a vraiment une notion génétique à propos de ça. Il y a une très petite partie de la population qui est ApoE2, donc 5% je crois, qui va mieux fonctionner avec les graisses. Donc il suffit que votre influenceur préféré finalement soit ce type de génétique et dit oui, mais moi ça m'a changé la vie. Mais oui, mais on ne peut pas appliquer un conseil personnel au grand public, c'est pas possible. Donc attention au régime extrême, et puis ça je parle même pas du véganisme, et là c'est sans aucun préjugé éthique, parce que moi-même à titre personnel je suis très sensible à la cause animale. En revanche, de facto si on est vegan ou végétarien même, on va se retrouver avec des carences en B12, diminuer l'absorption de son fer, enfin beaucoup de choses à dire aussi sur ce régime, quoi. Voilà, donc du coup, qu'il y a des choses intéressantes, mais déjà se faire accompagner, être sûr que c'est quelque chose qui est bien pour nous. Si on va retirer des choses, forcément, on va penser aux carences, donc ne pas hésiter aussi à voir quels vont être peut-être les suppléments intéressants à venir ajouter et aussi pendant combien de temps? Parce que c'est aussi une question de durée. Peut-être que quelque chose peut être intéressant sur le Tout à court fait. terme, mais c'est sur le long terme que ça peut aussi devenir délétère Exactement. et causer des problèmes, comme tu l'as Oui. dit. Et du coup, finalement, c'est un peu pareil aussi pour l'activité physique. Sur les réseaux, on va entendre, des personnes qui vont dire, «Faites de la musculation 5 jours sur 7», ou alors des personnes qui vont dire: «Bah, 10 000 pas par jour, ça suffit, pas besoin de plus». Toi, qu'est-ce que tu préconiserais par rapport à ça? Au niveau de l'activité physique, Oui. en fait, pareil, alors il y a eu toute cette mode, ça se calme un peu, mais autour du crossfit, maintenant c'est aussi l'Aerox, ce genre de choses. Il faut faire très attention parce que le cardio long et intense, par définition, va venir tirer sur les surrénales au même titre que le stress, etc., etc. Donc sur des profils qui sont déjà sous pression, déjà stressés, déjà anxieux, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc en fait, même dans l'activité physique, il y a des choses à adapter. Des gens qui vont avoir des testostérones un petit peu basses, qui vont déjà être sous pression, même des jeunes hommes, et qui vont en plus me faire du trail ou du crossfit très intense, presque 6 jours sur 7 sans repos. Ils se dégomment les hormones, en fait. Donc il faut faire très attention à ça. Je dirais que de base, il y a quand même des règles universelles. Il faut faire minimum 7 000, 7 500 pas par jour. En deçà, on est clairement en sédentarité grave, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime bien expliquer, mais on dit que marcher moins de 7 000 pas par jour, ça équivaut à fumer 15 cigarettes par jour, en termes de dégâts sur la santé. Parce que les gens pensent, oui, je marche pas, bon, c'est au niveau musculaire que ça se joue. En fait, c'est bien plus profond que ça va impacter nos mitochondries, donc nos petites centrales énergétiques qui sont dans nos cellules, qui non seulement produisent de l'énergie, mais en plus vont gérer tout ce qui va être déchets, antioxydants. Quand on est sédentaire, elles meurent ou elles sont détruites. Donc en fait, l'impact de la sédentarité va bien au-delà d'une perte de muscle éventuelle. C'est vraiment une accumulation de déchets dans le corps et une perte de fonction énergétique de base. Donc, j'insiste énormément, mais les pas, c'est non négociable. De toute façon, moi, je dis à mes clients que s'ils ne sont pas prêts à marcher, c'est pas la peine de faire les protocoles de nutrition et de suppléments parce que on
peut manger bien, on peut prendre les compléments qu'on veut, dormir, etc. Si on ne marche pas, qu'on n'a pas le minimum de pas, ça servira à rien. C'est vraiment une condition sine qua non au bon fonctionnement de l'organisme. Mmh. Avant, on faisait 15, 20 000, 25 000 pas par jour, quoi. Donc, on n'est pas fait pour ça. Donc déjà, hyper, hyper important, c'est remettre du mouvement. Mmh. Et c'est pas forcément des pas, des grandes enjambées randonnées dans la nature, hein, mais c'est au moins faire ses coups de fil en marchant, voilà, ce genre de choses, à la portée de tout le monde. Ça, c'est un point. Ensuite, il faut absolument mettre du renforcement musculaire sous une forme ou sous une autre. On n'est pas obligé d'aller à la salle de sport, mais j'ai observé, même à titre personnel, mais on a de plus en plus de problèmes de densité osseuse, y compris chez les jeunes, parce qu'on ne met plus du tout de contraintes sur notre squelette. Et du coup, on se retrouve avec les os tout poreux et on va faire de l'ostéoporose, on va vieillir plus vite. Donc très important. Et puis le muscle, c'est clairement l'organe de longévité par définition. Plus on a de muscles, mieux on vieillit. Donc il faut vraiment renforcer ses muscles. Alors salle de sport, mais ça peut bien sûr être des sports plus classiques, on va dire du tennis ou autre. Il faut faire ce qu'on aime, très important. Et également avoir un minimum de cardio pour travailler tout le système cardiovasculaire, cardio-respiratoire. Mmh. Donc si je résume, en fait, c'est un petit peu de tout. Oui, Pas, quelque chose à outrance, mais en fait, apporter de l'équilibre, comme on le ferait finalement, naturellement. C'est ça? tout à fait. De toute façon, la santé, c'est une question d'équilibre et de modération. C'est en tout cas ma vision à moi. Donc, Mmh. Tout à fait. Parce que du coup, effectivement, il y a vraiment, je pense aussi parfois, cette confusion entre être actif, donc faire du sport et être, non sédentaire et en fait, c'est 2 choses qui sont totalement différentes et ça ouais. parfois, on a du mal à le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut être assis, toute la journée en fait à un bureau, ne pas bouger et en fait, rentrer le soir et aller, justement, s'activer au CrossFit, pendant 2 heures. Mais finalement, ça n'a pas forcément le même impact que, enfin, ça va pas compenser, en fait, le fait qu'on a été, toute la journée assis sur un bureau sans bouger. Totalement, il y a des gens qui vont faire 1 heure de pilates le soir, quand bien même, hein, c'est du réformeur ou autre, hein, donc très intense et qui me disent: «Oui, mais j'ai fait 1 heure de sport». Non, mais en fait, tu es quand même sédentaire. Mmh. Donc c'est très, très important d'avoir les pas et l'activité. Pas tous les jours l'activité, mais au moins les pas tous les jours, ça par contre. Mmh. OK, ça c'est bien compris. Hem, Aujourd'hui, on utilise beaucoup de nouvelles technologies pour piloter notre santé. Donc par exemple, on peut voir des Apple Watch, des bagues Oura, ou même des masques LED. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui est fiable? Et aussi, on peut se demander, est-ce que c'est pas quelque chose qui, peut nous générer du stress justement, d'avoir autant d'informations? C'est très juste et là encore, ça dépend des cas. Je pense que si on est quelqu'un d'assez anxieux de nature, enfin, on va vite le voir de toute façon, mais si on se met à se réveiller le matin, que la première chose qu'on fait, c'est de regarder son score de sommeil, bon, ça on le fait tous. Mais si c'est pour, être dans quelque chose de pertinent et un rétrofeedback positif, OK. Si on commence à être stressé ou que quand on voit que le device nous donne des informations du style, «Ouais, vous avez mal dormi» et qu'après ça impacte notre morale, bon, là effectivement, c'est à nous de mettre de la distance entre l'objet et donc c'est pas on peut pas généraliser. Il y a des gens pour qui Mmh. c'est très utile, je dirais même indispensable pour une bonne prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui pensent bien dormir et en fait, ils prennent un device et en fait, ils se rendent compte que, en fait, pas du tout. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, il y a tout type de fiabilité, tout type d'outils. Typiquement, les dernières, recherches là, je me suis renseignée au niveau de tracking du sommeil, donc sommeil profond et sommeil paradoxal, qui sont les 2 phases de sommeil de récupération les plus importantes. L'Apple Watch est vraiment la meilleure, a priori et vient ensuite, les bagues. De toute manière, alors là, Apple Watch est venu un peu, challenger ça, mais normalement, les bagues sont censées être plus précises puisque le capteur étant plus proche de la peau. OK. Bon, Apple nous a encore fait, une masterclass en réussissant avec un bracelet à aller au-delà, mais en tout cas, pour le sommeil, Apple Watch est super. Pour tout ce qui va être, HRV, donc variabilité de la fréquence cardiaque et cetera, au niveau du stress, la récupération, Oura est très, très bien. Ce qu'il y a de moins fiable en manière générale, on va dire, c'est Garmin, mais qui n'est pas faite pour ça. Elle est clairement faite pour courir et cetera. En revanche, là où, la montre est super bien, la Garmin, c'est pour tout ce qui va être compter les pas. Mmh. Beaucoup plus fiable que la bague qui, pour le coup, c'est pas du tout son travail de compter les pas.
Donc, il faut faire attention, ne pas prendre forcément pour parole d'évangile ce que les outils vont nous dire. Il y a plus ou moins de fiabilité. Euh, En revanche, s'il y a bien quelque chose auquel il faut faire attention, c'est l'histoire des calories. La plus fiable, il me semble que ça doit être l'Apple Watch, encore une fois, mais il y a quand même 30% d'erreur. Et c'est la plus fiable. Le- Ok. Les pires, et en général la moyenne, c'est à peu près 60% d'erreur. Donc si je marche et que ça me met 400 calories et qu'après ça, je vais manger plus parce que la bague m'a dit ou 400 calories, non, ça marche pas. Donc il faut vraiment pas s'occuper de ça. C'est comme d'ailleurs les calories sur les machines des salles de sport, hein. Ça, c'est totalement pas fiable du tout. Donc faut Oui, oublier oui. ça, hein. Mais ouais, ce type d'outil, moi, à titre personnel, ça m'aide beaucoup. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en lisant 20 minutes tous les soirs, je gagnais 30 minutes de sommeil profond par nuit. Ok. Ou bien, quand on boit un verre d'alcool le soir, et bah, bam, on perd 30 minutes à 40 minutes de sommeil profond. Ça Hmm. permet aussi de conscientiser les choses. Oui. Ouais. Donc, en ça, je trouve que c'est très intéressant. Et du coup, les masques LED, est-ce que Ouais. tu pourrais nous en dire quelque chose? Ouais, totalement. Alors, je suis vraiment fan, moi, à titre personnel, de cette thérapie infrarouge. Donc, pour rappeler un peu ce que c'est, donc c'est des longueurs d'onde à 630 nanomètres. Et c'est très scientifique, ça a été vraiment prouvé, c'est efficace. La thérapie par lumière rouge, ça va passer à travers la peau, ça va venir activer un gène qui, dans nos mitochondries, enfin le cytochrome, dans nos mitochondries, s'oxydase, et qui va permettre de relancer donc la chaîne d'électrons, pour simplifier, qui va aider nos mitochondries à produire plus d'énergie. Donc il y a un vrai effet au niveau cellulaire. Donc très très bien, super. Et au niveau des masques, du coup, bah, c'est efficace également parce que la lumière infrarouge va venir stimuler nos fibroblastes les fibroblastes, donc des petites cellules qui permettent la synthèse de collagène. Donc c'est efficace. Après, attention au marketing, parfois très exagéré. Les études montrent à peu près 18% d'amélioration de la densité. Parfois, on entend des influenceurs parler de 50% ou plus. Non, c'est faux, c'est 18% de densité supérieure. Et après, en général, à peu près 30% de rides atténuées, on va dire. Donc, ça marche, c'est prouvé. Et là où aussi je voulais faire un petit disclaimer, c'est que plus de LED n'est pas égal à plus d'efficacité. Actuellement, les masques qui ont le plus d'études sur le marché, plus d'études d'efficacité, c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus de LED. Donc, je vais pas parler de marque aujourd'hui, mais faites vos recherches. Prenez ceux qui ont vraiment les études scientifiques derrière eux et pas forcément ceux qui disent oui, on a le plus grand nombre de LED. De toute manière, en marketing, quand les gens commencent à crier qu'ils ont le meilleur produit ou qu'ils ont le meilleur... Bon, ça, en général, un red flag. Hmm. Alors du coup, tout à l'heure, on parlait des compléments alimentaires Ouais. justement. Tu parlais de, tes clients qui arrivaient avec, voilà des plantes et tout un tas de compléments alimentaires. C'est vrai qu'en fait, la frontière est parfois mince entre, la curiosité pour un ingrédient à la mode, dont on entend parler partout. Typiquement, je prends l'exemple, dernièrement de la créatine. Voilà, on en a entendu parler énormément, et finalement un besoin physiologique. Donc là, pourquoi, encore une fois, l'accompagnement par des experts reste essentiel pour éviter justement ce qu'on peut qualifier d'autosupplémentation sauvage à tout va. Euh, voilà, Ouais. quels sont tes conseils là-dessus? Bah, il y a plein de choses à comprendre. Déjà, la supplémentation à l'aveugle, ça va marcher que pour certains compléments alimentaires. Moi, à titre personnel, quand j'ai pas de biologie approfondie, je vais pas conseiller grand-chose. Hormis magnésium, bon, ça, si la fonction rénale va bien, il n'y a pas de risque de toute façon. On est tous en carence. Là, pour le coup, c'est bien documenté aussi. La vitamine D, ben, effectivement, il faut en prendre, mais ben, sans dosage, on va pas savoir exactement à quelle posologie. Donc attention, parce que c'est une vitamine où on peut quand même faire du surdosage, hein. De toute façon, en fait, faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où un actif est efficace, bah, il y a un risque de surdosage. Donc, pour tous les compléments qui fonctionnent, bah, on peut se surdoser. Il y a des subtilités à prendre en compte, parce que même par exemple le zinc, qui est un actif qui est extrêmement démocratisé, on conseille assez facilement du zinc. Bon, si on reste aux posologies usuelles telles que la France l'a définie, ça va, il y a pas de risque. En revanche, il y a des gens qui s'amusent à prendre des grosses doses parce qu'ils ont vu un tel ou un tel en prendre des grosses doses, et on peut se déséquilibrer en cuivre.
C'est rare de manquer de cuivre à la base, mais on peut quand même créer des déséquilibres. J'ai vu aussi des gens se surdoser en sélénium en mangeant trop de noix du Brésil. Mmh. En fait, vraiment, il faut faire très, très attention. Il y a pas d'actif, sans risque de surdosage. Même l'eau, si on en boit trop, bah, c'est dangereux. Donc c'est à adapter et il faut se faire accompagner pour choisir les bonnes formes, la bonne qualité, la bonne quantité et le bon moment dans la journée. Parce que parfois, tout est parfait. Vraiment, hein, on a le bilan, les gens ont fait les choses bien. Bilan, bonne forme de zinc, bonne forme de magnésium, bon dosage. Mais ils vont prendre le zinc pendant le repas avec un produit laitier. Mmh. Donc le calcium et le zinc, ça va pas, plus le fait que le zinc doit être pris à jeun, donc ça ne marche pas. Mmh. Donc il y a vraiment tout un tas de paramètres à prendre en compte pour éviter les interactions, choisir les bonnes formes, adapter à sa situation aussi, en fonction de ses besoins. Donc oui, non, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut être accompagné, c'est évident. Mmh. Encore une fois. Du coup, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de personnes prendre la parole sur certains troubles. Donc d'un côté, c'est utile parce que, il y avait des troubles dont, avant on ne parlait pas et ça permet de mettre en lumière du coup, ces troubles-là, que les gens puissent se reconnaître, pas se sentir seuls. Mais de l'autre, ça peut aussi conduire à ce fameux effet Barnum. Donc l'effet Barnum, du coup, c'est quand on a cette tendance à s'identifier à une description vague et croire qu'elle nous est, sincèrement destinée. Mmh. Donc qu'est-ce que tu penses toi de ça, par exemple? Je pense que c'est alors, encore une fois, il y a du bon et il y a du mauvais. Je pense que c'est bien parce que le fait de parler, notamment, je pense à tous les problèmes, liés, au cycle, tout ce qui va être endométriose et cetera. Je pense que si on n'avait pas eu les réseaux, on aurait eu encore trop de femmes qui auraient et d'ailleurs parce que c'est le corps médical, hein, qui banalise énormément les douleurs de règles. On n'en parle que depuis très peu de temps finalement et il y a encore trop de praticiens qui le banalisent, qui prennent conscience grâce à ça que: «Ouais, OK, c'est pas normal». Donc les réseaux, pour ça, ça a été très bénéfique parce que ça a permis à beaucoup de gens de se rendre compte que des symptômes qu'ils croyaient normaux ne le sont pas. Pour rappel, être fatigué après les repas, ce n'est pas normal. Être frileux, ce n'est pas normal. Être anxieux en permanence, ce n'est pas normal. Prendre du poids sans raison, ce n'est pas normal. Voilà, les règles douloureuses ne sont pas normales. C'est des symptômes, et notamment chez les femmes, qu'on a banalisés. Et moi, c'est quelque chose, j'en fais un combat personnel. C'est pas possible de, sous prétexte qu'on est une femme, tout le temps les renvoyer en disant: «Non, mais là, vous êtes stressée, respirez un coup, allez lire un livre, faites un peu de sport». Bah non, c'est des symptômes d'une thyroïde qui peut être dérégulée, Mmh. de tout un tas d'autres problèmes, en fait. Donc si vous avez des symptômes, ne vous laissez pas, berner et cherchez jusqu'à temps que vous trouviez quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous prendre au sérieux. Donc ça, c'était une petite parenthèse, qui me semblait indispensable. C'est cool pour ça. Après, il y a un autre problème, au-delà de l'effet Barnum qui, selon moi, n'est bon, je dirais que c'est peut-être un problème aussi pour les histoires de TDAH et Mmh. où bon, là, je pense qu'il y a effectivement un Mmh. problème. En revanche, le vrai souci de ces influenceurs pas forcément formés, c'est ce côté de dire: «Ça a marché pour moi, voilà la solution». Ça, pour moi, le problème est plutôt l'effet Dunning-Kruger. Donc l'effet Dunning-Kruger, c'est le fait de découvrir quelque chose, croire qu'au bout de très peu de temps, on est expert du sujet. Et puis après, au fur et à mesure du temps, on se renseigne et on se rend compte que bah, finalement, on n'est pas expert autant que ce qu'on croyait et qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir. Mais ce qui caractérise le début de l'effet Dunning-Kruger, c'est qu'au départ, on est persuadé qu'on est expert alors qu'en fait, on ne sait rien du tout. Et c'est le problème de la majorité de ces influenceurs qui ne sont pas formés à la santé de base, et qui vont dire: «Ah bah, voilà, le cétogène, moi, ça m'a changé la vie», alors qu'ils avaient une génétique très particulière. «Moi, j'ai, arrêté de manger, tel produit, ça m'a changé la vie, vous devez tous faire ça». Non, on ne peut pas extrapoler une situation personnelle au grand public. C'est vraiment un red flag. Quand quelqu'un vous dit et que vous entendez quelque part: «J'ai fait ça, ça a marché sur moi», c'est le pire argument médical qu'on peut vous opposer. Ça, c'est nul. Il y a 10 000 facteurs qui auraient pu influencer ça. Peut-être que c'est un bon conseil, mais on ne sait pas. Il faut, aller investiguer le terrain et ça nécessite, une prise en charge professionnelle, quoi. Mmh, bien sûr. Parce que du coup, quand bien même qu'on puisse donc se reconnaître, admettons, dans quelques symptômes et du coup se dire: «Ah bah, j'ai certainement aussi moi, ce trouble-là parce que je me reconnais dans beaucoup de symptômes». OK, mais au-delà de ça, ça veut pas dire que ce qui a fonctionné, chez cette personne-là, chez cet influenceur par exemple, c'est ce qui va fonctionner chez moi. C'est-à-dire que même si le diagnostic est bon, ça veut pas dire qu'on va avoir la même stratégie pour cette même personne, malgré ce même trouble.
bah, c'est très juste. Et d'ailleurs, là, ce que je voudrais peut-être glisser en même temps, c'est que pour un même symptôme, on peut avoir des causes complètement différentes. L'exemple que je préfère donner, c'est les gens disent: «Je suis stressé, j'ai forcément un cortisol qui est trop haut». Ben non, en fait. On peut avoir un cortisol qui va avoir tendance à être trop bas avec des surrénales qui vont être effondrées. Ça donne les mêmes symptômes au niveau le cerveau qui ne s'arrête jamais de tourner, de l'anxiété, sursauter au moindre bruit, être très irritable. Bah, c'est les mêmes symptômes de causes qui sont complètement différentes au niveau de la prise en charge. Mmh. Donc, attention. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, de tout cet échange passionnant, Pauline, c'est que la technologie et l'information sont des boussoles et pas des pilotes. Et qu'il ne faut pas hésiter à garder son esprit critique, à prendre du recul et vraiment, et ça on l'a bien répété, se faire accompagner par un professionnel pour justement venir valider la pertinence de toutes ces informations pour nous. En tout cas, merci infiniment Pauline, d'être venue partager avec nous le micro de la zone bleue, c'était vraiment passionnant. Est-ce que tu aurais des choses, à rajouter par rapport à tout cet échange? Non, c'était très bien la conclusion, j'ai bien aimé le laïus sur, garder l'esprit critique. De manière générale, j'ai envie de dire, hein, dans votre vie, gardez, l'esprit critique, pensez par vous-même, plus possible et puis voilà, si j'avais quelque chose à dire, c'est vraiment, si vous avez des symptômes, ne vous laissez pas, convaincre que c'est normal et continuez de chercher. Il y aura forcément quelqu'un qui va vous écouter, vous prendre au sérieux donc personnalisation à fond. On copie pas le régime de l'influenceur préféré ou du voisin et on s'écoute et on garde l'esprit ouvert. Et si on veut continuer d'apprendre avec toi ou prendre rendez-vous avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je poste, assez régulièrement sur LinkedIn et j'ai, donc Pauline Jumeau et sur mon Instagram, pareil, Pauline Jumeau, je partage, des stories au quotidien. Je montre un petit peu, ce que je fais dans les coulisses, ce que je prends et cetera donc ouais, avec plaisir, pour venir me suivre. Trop chouette. En tout cas, on vous mettra tous les liens en description de cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Donc, c'est Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. À nous mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas le partager à un proche que ça pourrait aussi intéresser. Et moi, je vous dis rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. À bientôt.